Bonjour. Bonjour. Bon, bah, Donc, merci Ronan et Vin de bien vouloir d'avoir accepté cette audition. Donc vous êtes membre du Football Supporter Europe qui représente donc les supporters du football européen. C'est une association indépendante de supporters implantée dans 55 pays reconnue comme représentative et fondée en 2008. Euh, donc on a, pour vous donner un peu le cadre de cette audition, une idée, une proposition qui m'est venue en lien avec les supporters du Red Star, qui est le club de ma circonscription, sur empêcher, restreindre, limiter, enfin, jusqu'où on peut aller, la question de la multipropriété dans le foot. Et derrière ça, en réalité, toucher la question, on va dire, de la financiarisation excessive du football. Voilà, si je résume les problématiques qui sont liées. Parce que les deux vont souvent de pair en réalité. Donc, on a commencé un certain nombre d'auditions. Alors, d'abord, la volonté, c'est de faire une proposition de loi transpartisane. C'est-à-dire qu'il y a des députés de différents groupes, y compris jusqu'à maintenant, il y avait pas mal de députés républicains qui s'intéressaient à cette question. On a fait pas mal déjà d'auditions où les différentes pistes. Euh, c'est de rappeler évidemment l'interdiction liée à la loi française qui, de fait, en France, interdit la multipropriété d'un club de foot. Mais vu ce qui vient de se passer au niveau européen avec Toulouse, c'est aussi très certainement se donner des garanties pour l'empêcher au niveau européen. Et puis au-delà de ça, c'est de trouver les biais par lesquels on pourrait restreindre ou limiter, ou en tout cas limiter l'intérêt de la multipropriété. Là, je parle entre, non pas seulement en France, ça, on l'interdit purement et simplement, mais par rapport à des clubs européens. Et puis enfin, donc, se pose aussi la question qui nous est venue au fur et à mesure de savoir comment on pouvait, par exemple, aller vers un modèle allemand qui consiste à faire en sorte qu'un club puisse pas être, la majorité d'un club puisse pas être détenu par un financier avec un renforcement en plus du poids des supporters. Voilà où on en est dans nos auditions. Et donc, on voulait vous entendre aujourd'hui sur cette question, vous en tant que représentant de cette association internationale de supporters. Voilà. Donc, je vous écoute sur la question. merci pour l'opportunité de s'exprimer sur le sujet. Je crois que quelques, quand même, Français et supporters du FC Nantes, quelques éléments peut-être sur l'approche française de la question qui me semblent inquiétantes, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion sur la question de la multipropriété. C'est pour ça que je me semble que votre travail est essentiel parce que on n'a aucune réflexion. La Ligue jusqu'ici, la LFP était incapable ou n'a pas souhaité poser des standards ou des limites ou des standards de bonne gouvernance. Et du coup, on se retrouve un peu en mode zombie avec à échéance, allez, 6 mois, un an, avec probablement la moitié des clubs français qui se retrouveront dans des structures de multipropriété. Et donc, cette absence de débat public, de débat politique sur le sujet favorise grandement des entreprises telles que 777 au Red Star qui profitent voilà, d'un niveau d'exigence qui me semble extrêmement bas sur ces questions-là dans le foot et dans la société française. Euh, la multipropriété, d'un point de vue d'une organisation de supporters, la seule solution, c'est une interdiction pure et simple, puisque c'est une perversion de la nature même, de la nature même du foot. Le foot est par nature démocratique et repose sur une association enfin, de gens qui créent une association dans le but de pouvoir jouer ensemble au football. Donc, et toute autre forme de propriété est une perversion de la nature même, de la nature même du foot et du sport. C'est une vision du sport qui peut paraître un peu idéaliste, mais si on regarde notamment le foot allemand, auquel vous avez fait référence tout à l'heure, c'est bien le cas avec
des structures de gouvernance qui empêchent la prise de contrôle par des propriétaires aux intentions pas forcément louables, tels que ceux qui investissent dans des structures de multipropriété. Donc, euh, maintenant, est-ce qu'il est possible d'interdire la multipropriété au stade où nous en sommes? C'est une vraie question, puisque c'est pas seulement le foot français qui a foncé les yeux fermés ou qui a refusé de débattre de la question de la multipropriété, c'est l'ensemble du foot européen. Et vous citiez l'exemple de Toulouse tout à l'heure, c'est un assez bon exemple, puisque l'UEFA était conscient que sa réglementation était trop faible vis-à-vis de la multipropriété, a refusé ou a choisi de pas la mettre à jour et s'est retrouvé face au cas de Toulouse et de quelques autres cette saison, où clairement, si l'esprit du règlement avait été respecté, Toulouse n'aurait pas pu participer aux compétitions européennes. Puisque ce qui s'est passé, c'est un tour de passe-passe au niveau de la gouvernance des clubs, mais dans les faits, le contrôle de ces clubs repose toujours entre les mains de ce club, repose toujours entre les mains de la même société et des mêmes capitaux américains. Et donc, ce refus des instances sportives de légiférer, ou à mon sens, impose une intervention du politique et du législateur, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, pour créer des limites, puisque, et ça on en revient à l'autre point crucial à mon sens, c'est ce qu'est un club de foot. Un club de foot n'est pas une entreprise comme une autre. Une valeur culturelle, patrimoniale, sociale différente de nos entreprises et donc du coup doit pouvoir reposer doit pouvoir compter sur un cadre légal différent qui protège justement cette nature spécifique des clubs de foot. Et donc, au niveau européen, l'exemple qu'on cite souvent, c'est l'exception culturelle, mais clairement, on ne peut pas laisser un club de foot avec l'importance sociale, culturelle, patrimoniale qu'il a entre les mains d'acteurs mal intentionnés comme ceux qu'on retrouve généralement dans les structures de multipropriété. Comment vous, en tant que euh, supporter, en plus ayant une affiliation au niveau européen, comment vous, concrètement, vous essayez de lutter contre ça? Quelles sont vos actions? Est-ce que, par exemple, ce que moi j'essaye de faire en France, est-ce que vous êtes au courant de d'autres initiatives de ce type prises par des politiques en Europe? C'est quoi l'état des lieux? Alors, enfin, à ma connaissance, malheureusement, et encore une fois, je pense qu'on est dans une situation où le foot démontre son incapacité à se réguler lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive au stade où une intervention du législateur me semble nécessaire. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas ou peu de garde-fous. On a un des secteurs européens de foot professionnel le plus régulé en France, et même chez nous, on a très très peu de garde-fous. Donc, à ce stade, il y en a peu. L'immense majorité des championnats européens n'autorisent pas la multipropriété au sein des mêmes championnats, même si les règlements sont généralement assez flous. On pourrait se poser la question en France. Hein. On a le propre président d'Angers qui est propriétaire à titre personnel de 20% de Tours. Qu'est-ce qui se passerait demain si Tours montait dans la même division que Angers? C'est des choses qui sont assez peu claires aujourd'hui. Donc les règlements sont très peu clairs. Euh, d'un point de vue d'un point de vue des supporters, et d'un point de vue des supporters, grosso modo, tout supporter, haut supporter anglais, c'est que si vous vous retrouvez, si vous n'êtes pas en haut de la pyramide d'une structure de multipropriété, vous êtes forcément perdant. Si vous êtes supporter de Manchester City, ça ne change pas grand-chose dans la façon dont votre club est géré, puisque votre club est en haut de la pyramide. Donc, au final, vous profitez même plutôt d'une structure de multipropriété, puis si votre club est bien géré. Si en revanche vous êtes supporter de 3, vous ne serez jamais. Les ambitions du club sont forcément limitées et votre club devient. La raison d'être de votre club devient de générer des joueurs et des profits qui sont ensuite qui remontent ensuite vers Manchester City et vers le City Group. Donc, si on regarde ça d'un point de vue d'un supporter anglais, c'est pas forcément, il voit pas forcément ça comme quelque chose de problématique. Si on regarde ça d'un point de vue d'un supporter du Red Star, de Nancy ou de Troyes, vous vous retrouvez avec des clubs qui sont de facto limités dans leurs ambitions puisqu'ils ne pourront jamais jouer en compétition européenne. Leurs joueurs de qualité remonteront forcément vers d'autres clubs de la même pyramide. Et donc, c'est là où on touche aussi à un autre fondamental, un élément fondamental de la nature du sport, c'est la performance. C'est l'idée qu'on fait tout ce qui est dans notre possible pour avoir la meilleure performance possible.
Et là, on arrive dans une situation où des éléments extrasportifs peuvent jouer sur cette ambition ou sur ces résultats d'un club. Soit parce qu'ils sont empêchés de monter dans une division supérieure, parce qu'ils se retrouveraient au même niveau qu'un club qui appartient à la même société, ils sont empêchés de jouer en compétition européenne pour cela, ou parce que leurs joueurs sont revendus beaucoup plus vite qu'ils devraient l'être pour pouvoir générer des profits pour la structure de multipropriété. Donc, au niveau sportif, la solution, c'est un renforcement des règlements qui empêchent que deux équipes de la même structure, contrôlées par la même structure directement ou indirectement, puissent jouer l'un contre l'autre. Et là, on est vraiment sur, encore une fois, on est sur la nature même du sport, parce que si vous avez Toulouse qui joue contre Milan demain en compétition européenne, il y aura un doute légitime sur la fiabilité du résultat de ce qui se passe sur le terrain, puisque l'actionnaire principal des deux clubs a la possibilité, en théorie, de manipuler le résultat. Et même si c'est pas le cas, cette simple doute que le résultat pourrait être modifié, c'est quelque chose qui fait courir un danger mortel au foot. On le sait dans les pays tels que Malte, Chypre, la Croatie, qui ont des problèmes majeurs de manipulation des résultats. Les gens ne vont plus au stade. Parce que si on ne peut pas faire confiance à ce qu'il y a sur le terrain, c'est pas la peine de se déplacer. Donc ça fait vraiment courir un danger majeur au sport. Donc il faut vraiment que ces règlements qui empêchent des structures de multipropriété, enfin des clubs de la même structure de multipropriété de jouer les uns contre les autres soient renforcés. Ça, c'est crucial. Et puis, une solution qui est celle qui est notamment envisagée en Angleterre avec une réglementation beaucoup plus importante sur qui peut acquérir un club de foot, c'est de renforcer les contrôles sur qui est de facto la personne ou l'entité qui contrôle un club de foot. Et si on regarde une organisation comme 777, clairement, leur façon d'opérer, c'est extrêmement nébuleux. On sait pas, il y a un manque de clarté sur qui contrôle le club ou pas. Et je crois que si on avait des règlements, que ce soit au niveau des règlements sportifs, disciplinaires, ou au niveau législatif, qui limitait la possibilité de ces acteurs de se cacher dans l'ombre et de ne pas faire montre de leurs réelles intentions, ça permettait de de se débarrasser d'un certain nombre de ces acteurs. Et dans ce sens-là, et je m'arrête là après, euh, la façon dont est réglementé le sport américain, et sur ce point-là, est très intéressante. Alors, généralement, les gens en France qui fantasment sur le sport américain, c'est pour déréguler et privatiser le sport plutôt que de s'intéresser à ces règlements les plus poussés. Mais dans le sport américain, un fonds de pension ne peut pas contrôler la majorité des votes d'un club, par exemple, ou un fonds d'investissement. Et, et c'est notamment le cas en hockey et en foot américain, si je ne me trompe pas. Et du coup, vous avez un propriétaire principal qui est connu, qui n'est pas une entité nébuleuse basée dans un paradis fiscal ou dont la finalité de l'achat du club est inconnue. Donc, il y a des éléments là qui me semblent intéressants dans la réglementation du sport américain. Il y a deux choses là dans ce que vous dites tout est intéressant. Il y a des choses que j'ai déjà entendues. Il y a deux choses par contre qui attirent mon attention. Il y en a une première, c'est pas seulement la question de la concurrence faussée, possiblement faussée entre des clubs dans une même compétition. C'est aussi le fait que, on va dire, dans une même écurie de foot de clubs, pour aller vite, euh, la concurrence de fait est figée. C'est-à-dire que le premier leader restera le leader, quoi qu'il Mhm. arrive, de par le jeu des transferts, de par tout ça. Et on va dire que la glorieuse incertitude du sport, c'est fini, quoi. Je Mhm. résume comme ça, mais là, dans l'exemple que vous donnez, alors, pour Manchester, vu le niveau aujourd'hui de 3, c'est moins flagrant, mais on pourrait se retrouver également avec 3 est en quelle division aujourd'hui? Je ne sais plus. En En deuxième division. deuxième. On pourrait se retrouver avec le même mécanisme avec un club français de première division, par contre, Mhm. et où là, on se retrouve avec quelque chose qui fige. C'est anti-Coupe de France, vous voyez ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire, Ah, là, tout à fait. donc ça, je trouve que c'est une réflexion qui je trouve intéressante. Et la deuxième que je notais, c'est la question de la transparence. Alors après, c'est de savoir comment l'obtenir sur
sur ceux qui de l'exigence de transparence sur sur la multipropriété. Alors je dis ça, c'est intéressant parce que on s'aperçoit aujourd'hui que dans d'autres domaines sur les questions de multinationales, de prix de transfert, etc., il y a la même exigence qui monte d'être transparent, de donner les comptes pays par pays, etc. Donc ça, je trouve que c'est important, effectivement, pour savoir qui est qui, quoi. Parce qu'on peut aussi se retrouver, entre parenthèses, sur des multipropriétés déguisées. Mhm. Ah, tout à Donc, fait. Ce qui est vraisemblablement le cas sur les investissements qui sont réalisés par l'Arabie Saoudite dans le foot européen, avec, avec des investissements certes minoritaires, mais dont il est peu clair quel est le contrôle effectif. Il y a 2 mois ou 3 mois, c'est une estimation dans la presse britannique qui était au-delà de la centaine de clubs de sport, tout sport confondu, si je ne me trompe pas, dans lequel l'Arabie Saoudite était actionnaire minoritaire. Et donc, ouais, là, ça pose une vraie question. Et dans ce sens-là, la réflexion menée actuellement au niveau européen sur la limitation des investissements des fonds souverains dans le sport européen me semble aller dans la bonne direction aussi, puisque euh, Abu Dhabi avec Manchester, le PSG et le Qatar partent clairement dans cette direction-là. Ils ont acquis un club au Portugal et je pense que ça va continuer. Au Paris FC, je sais plus, c'est les Émirats, non, c'est pas les Émirats Arabes Unis. Euh, L'actionnaire minoritaire, hein, c'est un fonds souverain aussi au Paris FC, mais je me souviens plus quel pays du Golfe. Mais on est aussi sur une structure de multipropriété, donc clairement, il va y avoir on va vers un accroissement important des investissements des fonds souverains sur des structures de multipropriété en suivant le modèle de Manchester City. comment vous vous organisez, vous, votre association, je ne sais pas si elle est déclarée en tant que telle, mais comment vous vous organisez vis-à-vis, sur ces sujets-là, vis-à-vis des instances de foot nationaux, internationaux? Vous avez des actions concertées, comment vous faites? Alors nous, on est une association de droit allemand, on est enregistré en Hambourg, on est une coordination d'organisations de supporters, donc on a un système pyramidal. Dans les pays où les organisations nationales de supporters existent, c'est nos membres principaux, et puis après on a des membres au niveau des clubs. Euh, c'est un sujet sur lequel on s'est contenté pour le moment d'une mise en réseau entre les groupes de supporters qui ont été visés enfin, qui sont, comment dire, qui sont concernés par le sujet. Euh, mais ça s'est limité à ça, malheureusement, jusqu'ici. On n'a pas réussi à concentrer suffisamment d'efforts, notamment de lobbying, d'influence politique sur ces questions-là. Ce sur quoi on a essayé de travailler et de manière assez, enfin, avec pas mal de succès, c'est de s'assurer que les supporters des clubs enfin, qui se retrouvent dans la même structure de multipropriété sont en contact les uns avec les autres pour s'assurer qu'ils aient le même niveau d'information, le même niveau de connaissance sur leur structure sur les propriétaires de leur club. Mais, mais c'est c'est complexe, surtout que dans certains cas, comme celui de Nancy par exemple, ça change régulièrement. Mais c'est clairement un sujet. Aujourd'hui, c'est le sujet numéro un, clairement, en termes de gouvernance. C'est le danger numéro un pour le foot, comme on le connaît, parce que c'est pas seulement une question d'avoir des propriétaires mal intentionnés autour des clubs de foot. Ça existe. Moi, je suis supporter nantais. Mon club est enregistré en Belgique, qui est détenu est détenu par une holding qui est enregistrée au Luxembourg et au Panama. Donc, c'est pas une structure de multipropriété, mais ça soulève d'autres problèmes. Mais la multipropriété, ça touche aussi, encore une fois, à la nature même du sport, à l'équilibre sportif, à la manipulation des résultats, etc. Et c'est pour ça que c'est le danger, c'est vraiment le danger numéro un. Et le problème aussi qu'il y a derrière, et on le voit très bien dans le foot français, c'est qu'il y a l'illusion d'une croissance éternelle dans le foot. Sauf il y a bien un plafond, comme dans n'importe quel autre domaine de la société. Il y a un plafond de nombre de supporters, il y a un plafond du nombre d'argent qu'on peut mettre dans le foot, du temps qu'on peut passer dans le foot, etc. Mais quand on écoute certains responsables du foot français, c'est la seule façon d'attirer des nouveaux fonds. Et la position de la LFP là-dessus n'est pas très claire. Et en off, j'ai eu 2 membres du conseil d'administration de la LFP qui m'ont expliqué que Vincent Malponi était très favorable à la multipropriété comme une façon d'attirer des nouveaux fonds dans le foot français. Et ça démontre l'incapacité à réfléchir sur le moyen, le long terme. Oui, à court terme, ça peut attirer des nouveaux fonds,
à moyen ou long terme, ça fait du championnat de France un championnat de deuxième ou troisième division en Europe. Et j'ai du mal à comprendre, à croire que sur le moyen terme, ça va être un facteur de croissance pour le foot français si on se retrouve avec les rebuts du foot anglais ou espagnol qui jouent dans nos équipes. Donc, je pense que ça démontre aussi ouais, un manque de vision sur l'impact à long terme de multipropriété. Est-ce que vous avez réfléchi au niveau, pour aller vite, législation, etc. Est-ce qu'un député comme moi pourrait faire? Sur quoi je pourrais agir? Je vous l'ai dit tout à l'heure, idéalement, on serait sur une interdiction pure et simple. Oui, mais l'interdiction pure et simple, je vous tiens, l'interdiction pure et simple, dans le cadre français, théoriquement, c'est juste rappeler la loi. Alors, je vais le faire, hein. Normalement, c'est pas le plus compliqué, j'allais dire. Après, le plus compliqué, c'est comment je limite le même processus au niveau européen. C'est là où Ouais, c'est compliqué pour des ouais, bien clubs sûr. français, hein. Ouais, bien sûr. Euh, je crois qu'il y a deux choses. Il y a un vrai, il y a une vraie possibilité comment dire, de prendre le leadership, enfin, par l'exemple. Encore une fois, c'est un sujet qui n'a pas été suffisamment traité par le législateur, à ma connaissance, dans aucun pays européen. Et donc, d'avoir un premier pays européen qui prend le sujet au sérieux, ça pourrait envoyer un signal, à mon sens, important au reste du foot européen. Ça, c'est une première chose. Euh, Deuxième chose, c'est que il y a un vrai travail à faire sur l'origine, d'un côté sur l'origine des fonds et de l'autre sur l'objectif des gens qui rachètent des clubs. Et le problème qu'on voit sur des petites structures de multipropriété, telles que celle qui est propriétaire du Red Star, alors petites dans le sens de leurs moyens financiers, hein, qui sont quasi inexistants, puisque leur modèle se fonde principalement sur la dette, d'après ce que je comprends, ou celle qui était propriétaire de Nancy, c'est qu'il est très très peu clair pourquoi est-ce qu'ils rachètent des clubs, quel est l'objectif final. Est-ce qu'on est sur de la manipulation de fonds douteux? Est-ce qu'on est sur un investissement qui repose sur l'idée qu'il puisse accaparer une hausse des revenus télé, etc. Mais il est très peu clair qui détient les clubs et pourquoi est-ce qu'ils détiennent les clubs. Donc, euh, s'il est compliqué d'interdire la multipropriété au niveau européen, à mon sens, il y a une possibilité de se saisir du sujet en limitant la possibilité pour ces gens d'investir dans le foot. Et donc là, ça passe par, c'est un travail notamment qui est fait en Angleterre en ce moment, ça passe par une vérification beaucoup plus importante des standards de bonne gouvernance et de transparence, beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui dans qui a le droit de racheter des clubs. Et il y a de fortes chances que ça fonctionne en Angleterre. 777 aujourd'hui essaye de racheter Everton. Ils n'ont clairement pas les moyens financiers de le faire. C'est un club qui coûte 600 millions d'euros. Et donc, dans l'état actuel de la loi britannique, je parle ici de la loi et pas de règlement disciplinaire ou interne au monde du sport, selon toute vraisemblance, ils ne seront pas capables de répondre aux exigences de transparence sur l'origine de leurs fonds et l'objectif du rachat. Donc il y a de fortes chances que ce rachat-là capote. D'accord. C'est-à-dire d'agir à la fois par la question de transparence et pourquoi pas par la question réglementaire sur qui est capable d'acheter un club de foot. C'est ça, hein? Ouais, je pense là, il y a des vrais mécanismes. Et derrière, euh, encore une fois, je ne suis pas dans l'habitude de Excusez-moi, mais vanter. comment ça s'est fait en Angleterre? Vous pouvez m'en parler un peu plus? Excusez-moi, je vais devoir me déplacer, je fais un peu trop de bruit. Je reprends dans une minute. Ah, d'accord. Pourquoi il est dans un café? Pardon, ça sera mieux aussi. D'accord. Comment ça Euh, s'est fait en Angleterre? Ce qui s'est passé, c'est que la première ligue, les instances du foot ont démontré qu'elles étaient incapables de se réglementer elles-mêmes. Et donc, il y a une consultation assez large du gouvernement des supporters par le gouvernement qui a amené à la création d'un nouveau régulateur. Alors, c'est en cours d'adoption. Je pourrais partager des documents avec Dimitri si Ouais, vous le souhaitez. ouais, Mais ce qu'ils appellent le Owners and Directors Test, donc c'est encore une fois cet effort de transparence sur qui est le propriétaire, mais aussi qui sont les membres du conseil d'administration, etc., des clubs de foot, qui potentiellement peut permettre
de limiter l'attractivité. Parce qu'au final, l'idée, c'est de limiter l'attractivité du foot pour ces acteurs de mauvaise foi ou avec des intérêts qui sont contraires à celui du sport. Euh, il me semble que s'il y avait une combinaison à la fois d'une limitation de la possibilité pour les fonds souverains d'investir dans le foot européen, d'un plus grand effort de transparence sur qui sont les bénéficiaires réels de l'achat de ces clubs et quels sont leurs objectifs, et alors ça c'est plus ambitieux, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, cette approche, enfin, ces réglementations du foot américain qui empêchent à un fonds souverain, un fonds d'investissement, etc., de contrôler la gouvernance des clubs. Il me semble que sur enfin, ces trois éléments qui mériteraient d'être creusés. D'accord. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez réfléchi au niveau européen à la place obligatoire que pourraient prendre par la législation les supporters dans les clubs? Oui, alors, on a un paysage fragmenté en trois en Europe. On a le modèle dit allemand où l'association sportive originelle est restée en contrôle de la gouvernance du club et où la section professionnelle est contrôlée par l'association. Euh, Ça, c'est donc le modèle allemand. Le modèle français où l'association perdure mais est contrôlée par la section professionnelle. Alors, on est dans une gouvernance qui est complètement baroque, hein, parce que dans les faits, normalement, l'association sportive reste indépendante. Pardon, en théorie, l'association sportive reste indépendante. Dans les faits, si vous rachetez un club demain, vous pouvez mettre votre comptable à la direction de l'association sportive et personne ne pourra rien y faire. Donc, on est vraiment sur une perversion du système. Et ça existe dans la plupart des clubs des pays européens qui ont gardé ce même système, c'est-à-dire que de facto, l'association n'est pas indépendante et n'est pas une association, c'est un département de la section professionnelle qui sert d'aspirateur à aide publique, qui sert à obtenir, à maintenir la licence du club de foot auprès de la FFF, mais c'est à peu près tout. On n'est pas sur des vraies associations. Mais on a ce garde-fou, si demain un club professionnel se casse la gueule, il reste toujours l'association sportive derrière qui permet de renaître, comme ça a été le cas à Grenoble. Et le troisième cas de figure, c'est le cas de figure notamment en Angleterre, c'est que les clubs de foot sont uniquement des structures à but lucratif, des sociétés sportives. Et donc, s'ils font banqueroute, c'est terminé, il y a plus rien. Et donc, on a un paysage qui est fragmenté entre ces trois choses-là. Euh, il me semble qu'au niveau français, on pourrait valoriser et trouver des mécanismes au travers de l'association sportive pour revaloriser ces associations sportives, s'assurer qu'elles aient une vraie gouvernance transparente et qu'elles soient plus contrôlées à 100% par la section professionnelle, et notamment les collectivités locales et la FFF aurait des mécanismes là en termes d'octroi de licence ou d'octroi de subvention pour forcer les clubs à adopter des gouvernances plus transparentes. Et sur la place des supporters dans la gouvernance, euh, il y a plusieurs modèles qui existent, que ce soit comme ça peut être le cas en Allemagne avec un comité, un conseil de surveillance qui agit au-dessus du conseil d'administration du club et qui comprend des supporters élus. En Angleterre, on a principalement des supporters qui sont une place qui est réservée aux supporters au conseil d'administration. Donc, il existe des mécanismes intéressants. Euh, le focus est souvent sur le fait de prendre des parts dans un club professionnel, mais cette approche-là euh, mène rarement à des résultats parce que racheter 10% du PSG, c'est difficile à envisager et ça ne vous donnera pas beaucoup plus de pouvoir que si vous n'aviez rien. Enfin, vous aurez accès aux comptes peut-être, mais c'est à peu près tout. Donc la propriété, l'actionnariat populaire, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour sauver un club. On voit Bastia, Sochaux, il y a d'autres projets qui existent, mais dans un club professionnel qui marche bien, c'est difficilement envisageable. Donc je pense que, comme vous l'évoquiez, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de regarder au niveau de la réglementation et de structures de gouvernance innovantes qui permettent justement d'avoir soit un comité de supporters élus, nommé et clairement identifié dans la gouvernance du club, ou d'avoir un ou plusieurs supporters qui siègent au conseil d'administration, des structures de gouvernance innovantes de ce type qui
s'il ne modifie pas la structure de propriété du club, en revanche, répondre à l'exigence de transparence. L'idée, ça serait, de toute façon, dans tous les cas, l'idée, c'est de redonner plus de pouvoir à l'association sportive prise dans son ensemble, enfin, dans tous Je les pense acteurs. que je pense qu'en France, c'est là se situe le mécanisme D'accord. le plus intéressant. Et on est vraiment, enfin, pour prendre l'exemple de mon club que je connais le mieux, la direction, l'association sportive, elle est dirigée par l'avocat de Valdemar Kita, par son comptable et par un associé d'affaires à lui. Donc, c'est pas une association indépendante. Mais si on revient à ce qui nous reste de l'idéal original du foot, qui est, comme je disais en début de réunion, qui est profondément démocratique, y a rien, enfin, c'est l'essence même d'une association d'être démocratique. Et donc, et là, il y a des vrais mécanismes qui peuvent permettre d'inclure les supporters dans la gouvernance. Mais redonner plus de poids à l'association sportive, avec par exemple, y compris une part de supporters, etc. Euh, alors, je vois bien, euh, en imaginant par exemple qu'elle soit disjointe et indépendante de ce que vous appelez la section professionnelle, c'est-à-dire du propriétaire pour aller vite. Bon, je pense que certains vont hurler en disant mais c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait plus d'investisseurs dans le foot. Mais d'un autre côté, c'est aussi une sécurité parce que ça permet de garder la pérennité du club. C'est-à-dire que Exactement. même si l'entité professionnelle se casse la gueule, par exemple, et dépose le bilan pour aller vite, je dis ça, mais enfin, c'est pas le terme, vous voyez ce que je veux dire. L'entité sportive, elle reste existante, quoi qu'il arrive, quoi. Exactement. Exactement. Et oui, ça peut être vu comme étant un frein à l'investissement, mais si on regarde ça dans l'autre sens, le Bayern Munich, c'est 300 000 membres qui payent aux alentours de 70 euros par an, 80 euros par an pour être membre. C'est aussi une source de revenus importante pour le club. Euh, et ça n'entache en rien l'indépendance de la section professionnelle, mais ça permet d'avoir un droit de regard sur un certain nombre de choses, et notamment le centre de formation, l'école de foot, qui sont des choses qui sont importantes pour un grand nombre de supporters. Et puis, ce qui est fondamental, c'est de repenser la relation supporter-club, puisqu'aujourd'hui, elle est essentiellement commerciale. Alors, elle est sentimentale, elle est tout ce que vous voulez, mais elle se matérialise que par l'achat d'un abonnement, par l'achat de maillots, d'écharpes, etc. Être membre d'un club comme on l'est au niveau local. Je suis membre de mon club de foot dans mon village, ou comme les Allemands peuvent être membres du Borussia Dortmund, ça crée une relation qui est vraiment différente avec son club. Et, euh, et ça peut permettre d'injecter aussi cette culture de la démocratie locale participative autour des clubs de foot. Donc, un propriétaire un peu malin qui voudrait réfléchir à établir une relation d'une autre nature avec ses supporters peut être intéressé par ce type d'approche. Et on peut trouver au Bayern, les supporters ont quel poids? Ils font partie de, Euh, ils font partie de la structure ou comment ça se Ils sont passe? membres, Les 300 000 là. les 300 000 sont membres du club, et le club contrôle la section professionnelle. Et donc, au D'accord. travers de l'Assemblée générale, ils votent pour les grandes orientations. Alors, c'est des structures de gouvernance complexes, mais par exemple, ça leur a permis d'imposer la fin du contrat de sponsoring avec Qatar Airways. Ah oui, Alors, il a d'accord. fallu qu'ils recrutent, je crois que c'était 2 tiers, une majorité 2 tiers. C'est pas le club le plus démocratique d'Allemagne, le Bayern Munich, parce que c'est la Bavière, ils ont une approche un peu particulière de la démocratie, mais ils ont réussi à se jouer des règles complexes pour permettre de mettre fin à ce contrat de sponsoring. D'accord. Il y a des choses, vous avez connaissance de sources documentées un petit peu comme ça sur l'analyse du foot allemand de manière un peu plus précise. Et, il y a des choses qui existent et des publications. Oui, ouais, ouais, je pourrais vous Ouais, partager ça quelques, m'intéresse. quelques Ouais. ressources. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, ça m'intéresse bien. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, moi, sauf si vous avez d'autres choses à me préciser, mais je trouve que euh, on s'est dit pas mal de choses. Votre association aujourd'hui, donc je vous disais tout à l'heure, elle est présente dans 55 pays, c'est ça, hein? Ouais. C'est la plus grosse? C'est la seule association européenne. Ah, c'est la seule. Ah ouais, ça vous donne du poids. Et tout le monde est
Tout le monde est sur votre positionnement à vous? Sur la multipropriété, oui. Ouais. Sauf si, encore comme je disais tout à l'heure, si vous êtes supporter de Manchester City et que vous en profitez, ces gens-là ne vont pas forcément le voir comme un problème. Mais des supporters fans de multipropriété, il y en a très très peu, ou alors ils le sont pendant un moment. On le voit euh, à, Grêmio, j'ai vu au Brésil, qui fait partie du groupe 777. Ça a été plutôt bien reçu au départ, puisque le propriétaire précédent était un peu catastrophique. Et j'ai vu la semaine dernière qu'il y a eu des manifestations. Donc, je crois que si les gens soutiennent ce modèle-là au départ, il y a aussi Des une champs de évolution vie. assez rapide. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que c'est une logique de. Comment? Si on prenait, si on prenait encore le cas de mon club à Nantes, les gens en ont tellement marre du propriétaire actuel qu'une partie serait prêt à accueillir un nouveau propriétaire, les bras ouverts, quel qu'il soit. Et Ouais, puis bien bon, sûr. après on déchante très très rapidement. Mais voilà, je crois que pour comprendre l'impact que peut avoir la multipropriété sur un club et sur une communauté, l'exemple de Nancy en France, il est vraiment significatif, puisque c'est vraiment ce que nous on appelle un club zombie, c'est-à-dire un club qui vit sans investissement, sans dirigeant, qui sans objectif et qui du coup se coupe complètement de sa communauté, de sa région. Et voilà, et si l'AS Nancy-Lorraine continue dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, il est quand même difficile d'imaginer qu'elle existe, que le club continue d'exister à moyen long terme. Alors après, qu'ils seront repris ou qu'ils reprendront au niveau vraiment amateur. Mais, Hein. euh, mais ouais, c'est vraiment un club zombie. Ok. Bon, bah merci, merci de toute cette audition. J'ai noté plein de choses très intéressantes, pas mal de pistes. Donc vraiment, merci bien. Merci à Et- vous et n'hésitez pas à me relancer, non, à non, mais revenir il vers est moi si vous possible, avez des ouais, questions. qu'on fasse des revoyures un peu sur des sujets une fois qu'on va avoir commencé à avancer. Moi, si vous voulez, au fur et à mesure que j'avance, ça me paraît de plus en plus évident qu'on ne peut pas seulement légiférer uniquement sur la multipropriété, qu'il faut toucher à la question de la façon dont se structure un club lui-même, de sa propriété. C'est-à-dire, Oui, et là, vous avez ajouté quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est cette question je ne savais pas que ça existait en Angleterre, là, le régulateur, donc je vais regarder plus précisément, mais cette question de transparence aussi qui peut empêcher certains de s'emparer d'un club en France, quoi. Bon, on revient à la question essentielle, c'est pourquoi est-ce que le foot est aussi attractif pour ces bien sûr. acteurs-là? Et c'est parce qu'il permet ce type de magouille. Si ouais, au final, oui, l'objectif peut-être, c'est de le rendre un peu moins attractif pour se débarrasser d'une partie de ces acteurs. Voilà, il y a quelque chose que j'ai touché rapidement tout à l'heure, qui me semble vraiment important, dans le foot français, c'est pourquoi est-ce que les instances dirigeantes du sport français ne se saisissent pas de cette question-là? Est-ce qu'ils pensent que c'est pas leur problème ou est-ce qu'ils pensent que ça va dans le sens du développement du foot français? Encore une fois, la position de la Ligue me semble vraiment peu claire. Donc, D'accord. Bah, on a si prévu de vous avez la chance l'auditionner. d'en savoir plus là-dessus, ça me semble d'intérêt public. On a prévu de l'auditionner. Ça sera l'occasion de lui demander. Oui, ouais. Et si je peux me permettre un dernier point, j'ai essayé de Allez-y, motiver pas allez-y, mal hein, de je sais pas. journalistes là-dessus, mais je pense mais personne n'a mordu à l'hameçon pour le moment. Euh, il y a une autre question qui me semble essentielle au niveau de la gouvernance de la Ligue, c'est que, vous savez, la Ligue a créé une société commerciale pour gérer les droits de TV, qui est en partie détenue par le fonds d'investissement CVC. Et partout ailleurs où CVC investit dans le sport, c'est notamment le cas sur les Six Nations, CVC a un pouvoir de veto sur un certain nombre de décisions. Et l'investissement de CVC dans le foot allemand, dans la Bundesliga, a capoté, puisque la presse allemande a sorti l'étendue du droit de veto qui allait bien au-delà des simples questions de diffusion et qui, grosso modo, permettait à CVC de mettre son nez partout dans la gouvernance de la Ligue. Euh, Je pense qu'il est légitime de se poser la question de savoir quel est le droit de veto de CVC dans la gouvernance de la LFP. Et
Pourquoi je l'évoque maintenant? Parce que alors c'était un sujet annexe, mais si CVC pousse vers cette course en avant pour attirer de nouveaux financeurs dans le foot français et qu'elle a une influence sur la gouvernance de la Ligue, ça pourrait expliquer que la Ligue, à mon sens, se tire une balle dans le pied en regardant faire le développement de la multipropriété. Donc malheureusement, les questions de gouvernance dans le sport n'intéressent pas suffisamment, à mon sens, les médias dans notre pays, et donc c'est passé un peu inaperçu, mais je pense que leur influence sur les orientations générales de la LFP, l'influence de CVC sur les orientations générales de la LFP est vraiment colossale. Je vais essayer de donner l'idée à certains journalistes de regarder ça. Là. Et Bon courage. je l'ai en tête. Bon, merci. Bon courage. Merci beaucoup en tout cas, c'est Merci, la dernière fois Renaud. que je vous l'ai fait. Merci beaucoup.